La fin de la saison 3 de The Bad Batch a amené la série à une conclusion satisfaisante, émotionnelle et pleine d'action. Toutefois, ce n'est que le début. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Depuis la fin de la saison 2, il est de notoriété publique que la troisième saison serait la dernière de la série. En tant que tel, le public de Star Wars se préparait pour un final potentiellement déchirant qui verrait les dernières aventures des courageux membres de la Clone Force 99. Le final de la saison 3 était bien préparé, Hunter, Waker et Crosshair se dirigeaient vers le Mont Tantis, tandis qu'Echo et Omega préparaient leur propre plan d'évasion. Cela signifiait que la fin de la saison 3 avait un rythme effréné, alors que les personnages affrontaient un dernier combat contre l'Empire. Des conclusions sur les personnages, des séquences de combat fantastiques, une animation stellaire et des implications sur la franchise Star Wars au sens large. La fin de la saison 3 de The Bad Batch a amené la série à un point culminant épique. La question la plus pressante concernant la fin de la saison 3 était sans aucun doute celle de savoir si la Clone Force 99 survivrait. Après la mort tragique de Tech une saison auparavant, il est devenu clair que les membres de la Clone Force pouvaient tomber à tout moment. Cependant, la fin de la saison 3 a quelque peu bouleversé les attentes en garantissant que les 5 membres restants de l'équipe ont survécu. Omega, Echo, Crosshair, Waker et Hunter ont tous trouvé le chemin de Tantis à la fin de la saison 3, menant diverses batailles contre les forces de Hemlock. Waker, Hunter et Crosshair ont combattu les clones CX avant d'être capturés et emprisonnés par Hemlock. Pendant ce temps, Echo et Omega se sont réunis, ont aidé Emery à s'échapper avec les enfants sensibles à la force et ont libéré les prisonniers clones sur Tantis. Avec l'aide des clones, Echo et Omega libérèrent Waker, Hunter et Crosshair, permettant à ces deux derniers de vaincre Hemlock, de sauver Omega et de s'échapper avec leurs frères. Dès les scènes finales de la saison 3, 4 membres de la Clone Force 99 se sont installés sur Pabu. Hunter, Waker, Crosshair et Omega ont été montrés en train de se détendre sur la planète paisible, bien que le sort d'Echo soit resté étonnamment ouvert. Echo a été montré en train de parler à Emery, les deux décidant d'aider les prisonniers clones libérés à s'installer avec Rex, tout en fournissant au sénateur Shuchi des informations sur les expériences de Hemlock. Echo a rapidement quitté Pabu, après cela, laissant la possibilité d'histoires futures impliquant l'ancien membre de la Domino Squad. Après la bataille explosive au Mont Tantis, les 5 membres restants de l'équipe retournent à Pabu. Le plan apparemment final de la série est celui de l'équipage, moins Echo, assis au soleil, libre de l'emprise de l'Empire, maintenant que Hemlock a été vaincu. Bien que ce soit un coup final approprié, la fin de la saison 3 a un épilogue lié à la trilogie originale de Star Wars, à la formation de l'Alliance Rebelle et au sort du personnage central de la série. Cet épilogue se déroule environ 2 décennies après la saison 3 et voit une Omega plus âgée se faufiler dans une grotte pour atteindre un vaisseau. Mais elle ne peut pas simplement s'enfuir sans qu'il s'en rende compte. Hunter. Omega dit à Hunter qu'elle doit faire plus et que la rébellion recherche plus de pilotes. Omega part avec les lunettes de Tech sur son tableau de bord, donnant à la guerre des clones un héritage durable alors que l'un des clones de Jango Fett part rejoindre l'Alliance Rebelle. Après la défaite de Hemlock à la fin de la saison 3, Tarkin est montré en train de parcourir la base détruite du Mont Tantis. Tarkin mentionne que le travail de Hemlock a fait reculer l'Empire assez longtemps, même si le premier ne savait pas exactement ce que le second essayait d'accomplir. Bien qu'il soit laissé dans l'ignorance des expériences de Hemlock, Tarkin déclare que tout le financement du projet Nécromancie sera redistribué au projet Stardust, le nom de code de la production de l'Étoile de la Mort. L'implication de Tarkin dans le final de la saison 3 relie plusieurs éléments de la chronologie de Star Wars. Non seulement Tarkin met fin au projet Nécromancie, mais cela explique également pourquoi la construction de l'Étoile de la Mort n'a commencé à s'accélérer qu'à la fin des temps sombres. Cela explique également comment le projet Nécromancie de Star Wars est lié à la chronologie de la Nouvelle République. La saison 3 de The Mandalorian confirme que le projet a finalement repris, mais il ne le fera qu'après la mort de Tarkin et la disparition de l'Empereur. Le projet ramènera finalement Palpatine avant la postlogie de Star Wars. À la fin de la saison 3, Crosshair et Hunter coincent Hemlock et Omega captifs sur un pont à l'extérieur de Tantis. Omega poignarde Hemlock à la jambe, donnant à Crosshair la chance de tirer sur les menottes liant l'Impérial à sa sœur. Hunter tire à plusieurs reprises sur Hemlock par la suite, envoyant le méchant à la mort, bien en contrebas dans les jungles de Tantis. Avec la mort de Hemlock et la destruction de son laboratoire par Nala Se, Palpatine ne se rend jamais compte de l'importance d'Omega pour le projet Nécromancie. Cela permet de combler les lacunes du projet Nécromancie dans son ensemble. Comme l'a clairement indiqué le Conseil de l'Ombre de la saison 3 de The Mandalorian, le projet Nécromancie n'a repris qu'à l'ère de la Nouvelle République. Il est logique que la résurgence impériale recherche des personnes comme Grogu pour poursuivre leur travail, sans savoir qu'Omega était vital pour le succès proposé par Hemlock. Avec Hemlock mort et ses données détruites,
personne dans l'Empire ne savait à quel point Oméga pouvait être vital pour ressusciter Palpatine, expliquant pourquoi cela a échoué pendant des décennies au-delà de la fin de la saison 3 de The Bad Batch. Une théorie courante à propos de la saison 3 était qu'elle comporterait une rébellion de clones contre l'Empire. Beaucoup pensaient même que cette histoire serait présentée comme une prochaine émission télévisée Star Wars, potentiellement centrée sur Echo et Rex. Bien que cela puisse encore être le cas, la saison 3 de The Bad Batch n'a présenté qu'un soulèvement de clones à petite échelle. Après avoir été libérés par Echo et Omega, les clones captifs de Tantis ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre les forces de Hemlock, menant à la victoire de la Clone Force 99. Les clones CX, des agents d'élite soumis à un lavage de cerveau par Hemlock, ont été des antagonistes récurrents dans la saison 3. Les clones CX sont réapparus à la fin de la saison 3 avec une poignée d'assassins apparaissant dans un large éventail d'armes pour combattre la Clone Force. Malgré la présence des clones CX à la fin de la saison 3, chacun d'eux est tué sans cérémonie, sans qu'il soit révélé que l'un d'entre eux était peut-être secrètement Tech, ressuscité après la saison 2. Depuis que le clone CX a été repéré dans la bande-annonce de The Bad Batch saison 3, une théorie très répandue était que le corps de Tech avait été récupéré par l'Empire. Beaucoup pensaient que Tech aurait pu subir un lavage de cerveau pour travailler en tant qu'agent de l'Empire, mettant en place un scénario tragique de frère contre frère pour la fin de la saison 3. Cependant, le final a révélé que les clones CX étaient simplement des clones ordinaires que Hemlock considérait comme des clones, suffisamment forts pour devenir des agents d'élite, supprimant à la fois la théorie technologique et le projet CX de Star Wars The Bad Batch saison 3 après la destruction de ce dernier. Et finalement, Oméga, que va-t-elle devenir? Ça reste la question. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la rébellion? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.